Bonjour, c'est Bernard. Je suis à Noisy aujourd'hui, région parisienne. Oui, pour une fois, c'est l'anniversaire de ma petite fille. Donc c'est la fête campagnarde à Noisy. Vous voulez qu'on y aille? On va y faire un tour. Ça va être rigolo. Allez, c'est derrière nous. On y va. On va quand même essayer de parler un peu d'hypnose parce qu'effectivement, il y a des choses à dire. Apparemment, il semble que la critique de l'anneau gastrique virtuel n'ait pas été bien comprise. Les gens ont vécu ça comme une interdiction, une volonté de brimer, de venir réglementer, etc. Je crois que c'est pas ça. Je crois qu'il y a deux vertus à vouloir se méfier de l'anneau gastrique virtuel. La première, c'est éviter toute confusion avec le modèle médical. C'est-à-dire, c'est inscrire vraiment l'hypnothérapie en dehors du modèle médical. Ça, à mon avis, c'est le premier enjeu. Donc, par rapport à ça, inutile d'utiliser des appellations ou des métaphores calquées sur le schéma médical. Donc ça, c'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu, c'est que derrière l'anneau gastrique virtuel, il y a cette histoire de contrôle de poids. Et il est difficile d'imaginer pouvoir contrôler le poids chez la plupart des gens sans mettre en évidence le fait qu'il y a un conflit intrapsychique dans cette volonté et cette histoire de contrôle du poids. Et cette impossibilité de le contrôler. Donc c'est le deuxième point. Et bon, alors là, évidemment, tout le monde va me dire que je prêche pour ma chapelle, qu'avec les thérapies des états dissociatifs, on peut adresser ces conflits intrapsychiques de façon assez performante, on va dire. Mais c'est un véritable enjeu, et c'est un enjeu éthique, c'est un enjeu de qualité. Donc aussi, ce qui était rigolo, c'est qu'à la suite des critiques sur l'anneau gastrique virtuel, il y a eu des demandes sur les groupes hypnose de Facebook, de gens qui disent « Ah ben oui, est-ce que vous n'auriez pas un script sur l'anneau gastrique virtuel ?» Alors évidemment, là aussi, je pense que c'est aussi un enjeu, cette hypnose sans script, parce que c'est ce qui va justifier l'originalité de l'hypnothérapie et sa possibilité d'exister indépendamment de tout ce qui précède, indépendamment de toute une méthode technique qui a pu précéder. Et donc cet enjeu, à mon avis, est crucial, notamment par rapport à cet affolement généralisé sur l'idée de syndicat, de chambre syndicale. Et là aussi, je dois noter que j'ai trouvé ça dommage qu'effectivement, il y a à nouveau un conflit quelque part intrapsychique au sein des praticiens, à savoir entre l'hypnose et la PNL. Ce qui me semble un conflit très hors de propos, parce que en l'utilisant, en voulant comme ça éliminer les PNListes de la participation à une chambre syndicale de l'hypnothérapie, c'est un truc fou, quoi. Vouloir prétendre pratiquer l'hypnothérapie aujourd'hui et vouloir enseigner ou apprendre l'hypnothérapie sans PNL aujourd'hui, c'est comme vouloir avoir une voiture, je sais pas moi, sans moteur, quoi. C'est un peu ça, quoi, l'idée là derrière. Alors, c'est voué à l'échec. Donc, c'est très dommage. Voilà, je voulais vous donner un peu mon opinion. Avant une semaine qui s'annonce intéressante parce que je veux revenir sur l'idée d'hypnose sans script et la redévelopper. Redévelopper cette idée d'hypnose sans script parce qu'elle est, à mon avis, centrale pour la qualité et puis pour la fierté. La fierté des hypnothérapeutes. Si vous êtes capable de travailler comme ça, vous pouvez être fier de votre travail, vous savez que vous faites quelque chose d'original, vous saurez que vous faites quelque chose de personnalisé et ça n'a pas de prix. Et c'est tout pour cette fois. Donc suivez-moi bien la semaine qui vient parce que je vais à nouveau développer cette idée d'hypnose sans script. À très bientôt.